Allez, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande s'il faut ou pas d'ailleurs s'inquiéter du virage pris par la Chine. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia Baldeschi et aussi Jean-François Bay. Bonjour. Bonjour à tous les deux. David. Bon, les marchés boursiers, c'est votre truc aussi à vous, là, Jean-François. Quand on voit les marchés boursiers chinois, il se passe un truc depuis un an. Ils sous-performent. Quand on regarde sur longue période, ils surperforment. Depuis quelques mois, ils sont en dessous. En cause notamment, certains diront, ce durcissement de Pékin à l'égard de la tech chinoise, mais pas seulement. Et c'est aussi l'un des sujets du jour. Est-ce qu'il se passe quelque chose en Chine, notamment sur les marchés boursiers chinois ? On a l'impression qu'il se passe quelque chose, puisque depuis un an, on a des performances de l'ordre de 30% sur l'ensemble des marchés américains, européens, et 20% depuis le début de l'année. Et la Chine cale, on est à 0%, et même depuis le début de l'année, à moins 12% sur l'indice SI 100, et le Hang Seng aussi doit être à moins 8, moins 9%. Donc, on s'attendait en fait à une bonne série, un bon trend sur la Chine en liaison avec ce qui s'est passé en 2020. La Chine qui sort renforcée, un taux de croissance incroyable sur le début du premier trimestre 2021. Qui n'a pas connu de récession. Et voilà. Et là, on a l'impression que ça cale, il se passe quelque chose. On a le dossier Evergrande aussi, donc l'endettement du promoteur immobilier. Oui, mais ça a commencé avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de mégatrend, c'est le thème de l'émission. On sait que la Chine a profité sur 20 ans de la mondialisation. On sait que sur 10 ans, elle a profité aussi du développement de la tech, de la digitalisation. Et là, on a l'impression que le nouvel environnement, c'est peut-être moins mondialisation, plus relocalisation. Et donc, on se pose des questions sur le modèle économique chinois et la performance boursière, en fait, de ce pays. Globalement aussi, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que quand on pense mégatrend, on est obligé d'intégrer la Chine. La Chine est centrale, que ce soit les évolutions démographiques, c'est quand même le premier pays mondial avec 1,5 milliard d'habitants. Quand on pense climatique, c'est le premier émetteur de CO2 dans le monde, c'est 30% des émissions de CO2. Quand on pense technologie, digitalisation, la technologie, c'est le premier pays en termes de nombre de brevets par an. Donc voilà, c'est incontournable, mais visiblement, on ne sait pas si c'est à court terme ou à long terme, si c'est un changement de paradigme, il se passe quelque chose. Laetitia, le modèle il est en train de changer. Ce modèle économique avec ce durcissement réglementaire en Chine engagé depuis plusieurs mois, qui s'est élargi de plus en plus de secteurs, Internet, jeux vidéo, les cours à domicile. Cette reprise en main, encore une fois, est-ce que ça change la donne ou pas sur ce méga-trend qu'est la Chine, avec tout ce que ça charrie, on l'a dit, en termes démographiques, économiques, technologiques? Tout à fait. Je pense effectivement que la Chine est à un tournant. Les autorités ont quand même analysé la situation et justement de l'angle des méga-tendances. Et la première des choses, et peut-être qu'on n'a pas pris la mesure de l'importance de la publication du recensement, du dernier recensement, qui faisait état d'un taux de natalité à 1,3 enfants par femme, donc c'est très faible, et donc le vieillissement annoncé de cette population chinoise. Ce qui s'accélère, et qui veut dire que le mode de développement qui avait été retenu jusque-là n'est pas projetable dans l'avenir. Donc à partir de là, parce que quand la croissance potentielle, votre potentiel de croissance, il repose sur la quantité de facteurs de production que vous mettez sur la table. Alors vous avez deux grands facteurs qui sont le capital et le travail. Alors, le capital, il y en a en Chine. La problématique du capital, d'ailleurs, c'est la mauvaise allocation du capital. Et Evergrande en est une des traductions, donc on pourra peut-être y revenir. L'autre facteur, c'est le facteur emploi. Or, si vous avez de moins en moins de bras qui arrivent sur le marché du travail, il faut donc prendre des mesures. Et donc, les mesures, elles sont claires. C'est qu'est-ce qui explique la baisse de la natalité ? Eh bien, c'est le coût de la vie, en gros. Et quand vous regardez, pour les Chinois, donc l'éducation, le logement, notamment, la santé et les retraites. Et donc, que font les autorités, il me semble, c'est d'essayer de prendre à bras-le-corps tous ces sujets. Mais en fait, ils font pour éviter une surépargne des ménages chinois qui ont tendance à surépargner d'ailleurs. Mais bien sûr, en prévision de la santé, des frais de santé, des frais d'éducation. Ils surépargnent parce qu'il n'y a pas de système de retraite efficient. Quel est le lien avec le sujet là ? On dit aujourd'hui qu'il y a un tournant en Chine. Eh bien, c'est parce que le modèle économique qui avait été jusque-là mis en œuvre, qui reposait sur la croissance très forte,
sur l'exportation, sur l'investissement tout azimut. Sur l'émergence des classes moyennes. Sur l'émergence des classes moyennes. Et bien, aujourd'hui, il faut lui faire passer une deuxième étape. C'est-à-dire pour passer. Mais il y avait besoin d'un tour de vis. Encore une fois, il y a besoin d'une reprise en main de l'économie, de la tech. Alors, vous avez. Parce que c'est ça la réponse aujourd'hui du pouvoir. Alors, il y a deux choses sur la reprise en main de la tech. Je pense que, vu de l'Occident, il faut qu'on prenne aussi en compte le volet, je dirais, politique. On est aussi, pour le président Xi Jinping, à la veille d'un changement de cap, puisque pour la première fois depuis Mao, nous allons avoir un dirigeant qui va faire plus de 2 mandats. Il va se porter candidat à sa propre succession à l'automne 2022 pour un 3e mandat. On voit bien... Il faut voir toutes les décisions politiques actuelles à l'aune de ce 3e mandat qui serait une forme de rupture. Il a envie de donner des gages, je pense, au Parti communiste. Il est obligé. En fait, je dirais que s'il veut pérenniser son système, il faut qu'il le contrôle complètement. Et on voit bien que dans toutes les décisions qui sont prises actuellement, et notamment sur les réseaux, les plateformes Internet, ce qui prime, c'est le contrôle des données par le parti et non pas par le secteur privé. Par un secteur privé non contrôlé. Et ça, c'est vraiment primordial. Et pour moi, c'est l'angle de lecture qu'il faut qu'on ait. Et évidemment, il y a les raisons économiques dont on parlait précédemment. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont aussi en tête ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a vu des mastodontes, Apple, Facebook, etc. Apple, ça doit être de 1500 milliards de dollars de capitalisation, de valeur. C'est autant que l'ensemble des valeurs du CAC 40, enfin, du marché français. C'est un petit peu la créature qui dépasse, qui échappe un petit peu aux créateurs. Donc on a des Facebook qui sont tout puissants, des Google, des Amazon, etc. Donc l'État américain est un petit peu gêné. On l'a vu d'ailleurs dans les décisions avec Trump et les élections, l'impact sur les élections. Donc les Chinois, voyant ça, ils n'ont peut-être pas envie d'avoir en face d'eux, ou en tout cas le parti et Xi Jinping, d'avoir en face de lui en fait des mastodontes, des contre-pouvoirs sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a une reprise en main. Donc, il ne faut pas surinterpréter ces excès, Laetitia, ces excès politiques en Chine, encore une fois, vu d'Occident. Comment ça, les surinterpréter ? Et surinterpréter, encore une fois, cette reprise en main, ce tour de vis qui peut inquiéter vu de l'extérieur. Et est-ce que ça change le fait que la Chine reste un méga-trend, même s'il y a un changement dans son modèle économique ? Je pense que ça reste un pays dans lequel on va avoir des opportunités d'investissement et qui va être important pour le reste du monde. Il n'y a même pas questionnement, je dirais, là-dessus. Je crois qu'il faut juste revenir à ce qu'est le modèle chinois. Et on avait un peu eu tendance, au cours des 20 dernières années, à penser que finalement c'est le capitalisme qui prenait le dessus et le pragmatisme économique, je dirais, sur l'idéologie politique. Et que c'est finalement quand vous lisez les textes ou les discours de Xi, alors évidemment traduits, en tout cas pour ma part, eh bien on se rend compte qu'il n'a jamais changé de rhétorique. Et le capitalisme, c'était une étape nécessaire pour avancer, pour développer, je dirais, tout azimut le pays, pour le faire monter en gamme, le premier échelon. Et donc, l'idée, c'était de réduire la pauvreté. Aujourd'hui, il faut passer à la deuxième étape, qui est réduire les inégalités, parce que ce développement et rendre le pays plus autonome aussi, moins dépendant de l'extérieur. Alors ça, c'était déjà une rhétorique du temps de Mao. Rappelons-nous, pourquoi on a développé autant le charbon, c'était pour être autonome. Donc c'était vraiment, c'est dans la logique chinoise. L'autonomie, effectivement, parce que la Chine estime qu'aujourd'hui, elle est deuxième économie du monde, qu'elle n'a pas sa place à hauteur de ce poids économique n'est pas représenté sur la scène internationale, sur la scène politique internationale. Donc effectivement, elle veut essayer de prendre un peu de poids en ayant ce discours également d'autonomie. C'est aussi renforcer sa position, je dirais, vis-à-vis des États-Unis. Et les conséquences sur les mégatrends sont intéressantes. Les 20 dernières années, on l'a dit, c'est mondialisation, croissance de la population, croissance de la classe moyenne, et on pense tout de suite à nos sociétés européennes qui en ont profité. Je pense au luxe notamment, LVMH, Kering, etc. C'est un peu de la mondialisation et c'est aussi de la Chine.
Si on change complètement, donc c'est un changement, ce n'est pas une rupture et une disparition de la Chine, mais si c'est un changement, 1,5 milliard de population, 750 millions d'habitants à l'horizon 2100, selon le Lancet l'année dernière par certains économistes, donc ça veut dire 2 fois moins de population. Ça change aussi l'impact de la classe moyenne, de la consommation, une reprise en main avec une autonomie de la consommation, donc c'est peut-être plus des marques de luxe, j'allais dire en tout cas des marques locales que des marques internationales comme on le sait. Donc il va falloir anticiper, c'est le principe des mégatrends, ce changement pour des grandes entreprises européennes ou américaines. Pour nos grands champions du luxe, tout notamment si les signes ostentatoires de richesse et les très beaux sacs ne sont plus acceptés, tolérés en Chine, ça veut dire que la demande adressée au reste du monde, et notamment à nos multinationales, va changer. Totalement. Mais il y aura d'autres éléments. Quand vous regardez, la Chine ne va pas s'arrêter de croître, loin de là. Elle veut continuer de croître, mais de croître de façon plus inclusive. C'est-à-dire que tout le monde en Chine... Qui peut être contre, pardon. Mais voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît actuellement dans le discours, pour certains. Sauf si c'est au prix de la surveillance et des restrictions ça crée aussi des opportunités. Mais, je pense que localement, quand on regarde le climat, aujourd'hui, les photovoltaïques ou tout ce qui concerne le climat, l'isolation, c'est beaucoup en provenance de la Chine. Demain, ça sera en provenance de l'Europe. Les États se mobilisent pour fabriquer l'Airbus de la batterie. On a encore eu des exemples avec Stellantis et Daimler et Total Énergie. Et donc, quelque part, c'est une zone de risque. C'est un changement, mais c'est aussi peut-être une source d'opportunité. Donc on ne s'inquiète pas plus que ça de ce virage pris par la Chine? Alors je pense qu'il faut s'inquiéter d'abord à court terme parce que ça se traduit par de la volatilité sur les marchés de façon assez forte, comme on a pu le voir ces dernières semaines. Et surtout sur les secteurs qui sont quand même pointés du doigt, je dirais, par les autorités. Avec la question de l'endettement et l'immobilier en Chine il y a toujours cette problématique qui est source de croissance passée et source de fragilité présente. Tout à fait. Mais là encore, qui s'explique, source d'inégalité. Quand vous regardez le prix rapporté aux revenus de l'immobilier dans les villes en Chine, c'est extraordinaire. Vous êtes entre 40 et 45 années de revenus pour vous acheter un bien immobilier là où je crois qu'en France, à Shanghai on est à ou moitié à moins en Shenzhen. France. Je crois qu'en France, on est moitié moins. Voilà, moitié moins. Alors, on est à égalité avec la ville de Wuhan. Voilà. Oui, bon. Mais je pense que le cas Evergrande, pour ne pas parler d'un système idiosyncratique, sera un petit peu un symbole de ce changement de paradigme. On a en tête, nous, en France, quand on parle de la crise des dot-com, des marchés en l'an 2000, on pensait France Télécom et l'endettement de France Télécom. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ressortira dans les livres d'histoire Evergrande comme une illustration en fait, de ces excès, du changement de cap chinois, de ces excès sur l'immobilier en Chine, avec un taux d'endettement qui était colossal. Mais là encore, pourquoi l'immobilier? Parce qu'il n'y a pas de secteur financier ou de produits financiers qui vous permettent de placer votre épargne. Quand vous avez un peu d'épargne en Chine, il n'y a pas énormément de choses. Vous avez le dépôt bancaire. Oui. Ou le placement immobilier, évidemment pour simplifier. Donc il y a peut-être des opportunités de développer du service financier. Voilà. Beaucoup d'acteurs américains l'ont tenté en co-entreprise. En co-entreprise, effectivement. Mais il y a vraisemblablement des opportunités. Et je pense aussi à tous les secteurs mis en avant dans le 14e plan quinquennal, effectivement, l'innovation technologique, le climat, qui sont les énergies vertes, les véhicules autonomes. Il y a énormément de secteurs qui vont rester sous l'aide de l'État. Et je pense que quand on attend un soutien public, d'ailleurs, à la croissance qui est en train de ralentir, il faut bien l'attendre de ce côté-là, c'est-à-dire que ça sera uniquement un soutien dédié pour certains secteurs. L'État chinois ne refera pas l'erreur de 2008 de soutenir tout azimut, parce que c'est depuis cette période-là qu'on a ces soucis d'inégalité croissante des revenus et de bulles localisées. On manque de temps, mais c'est vrai qu'il y a un ralentissement plus conjoncturel. Il y a ces décisions effectivement politiques qui semblent structurelles, en tout cas, voilà. Et il y a aussi ce ralentissement conjoncturel. Donc la Chine, on finit là-dessus, reste un méga trend, mais dont les fondements et la mécanique vont changer. Sont en train de changer, sous nos yeux. Sous nos yeux. Avec des opportunités, il en reste. Peut-être, moi, j'ai envie de dire, et on finit là-dessus, sur les grandes valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, être sur des grandes valeurs chinoises, c'est prendre le risque que Pékin frappe à tout moment et sorte une législation de réglementation pour mettre au pas, justement, ces géants? Il faut surveiller les entreprises à comportement monopolistique, effectivement. Mais l'accès aux petites valeurs chinoises n'est
pas encore si aisé que cela pour un investisseur étranger. Donc, à voir si Xi Jinping, dans sa volonté notamment de développer une nouvelle bourse basée à Pékin sur les petites et moyennes valeurs innovantes, eh bien, si l'accès des investisseurs étrangers sera favorisé. Ça sera je pense, une des voies d'investissement intéressantes. Et comme on est sur un élément éminemment politique, il faut que l'Europe aussi joue cette carte politique d'avancer ensemble. On a des élections en France, en Allemagne, en Italie, enfin voilà, donc c'est important d'éviter le bilatéralisme face à ces mastodontes pour pouvoir imposer des champions, alors de la batterie, de l'aviation, du climat. Hein, ils émettent 30% de CO2, je le disais tout à l'heure, dans le monde. La France, à peine 1%. Il y a des choses à faire et donc il y a des partenariats à signer, mais ça sera au niveau politique. Allez, merci à tous les deux pour cet échange passionnant sur la Chine. Laetitia Badeschi, merci. Merci. Responsable des études et de la stratégie chez CPR, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci. Merci David. Évidemment, Megatrend revient dans 2 semaines ici sur Boursorama.